Ce soir-là, j'ai vu la fin de notre histoire. Dans ses yeux. L'amour s'est éteint dans un silence trop parfait. Et moi, j'ai compris que tout allait brûler. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier, une mémoire qui s'infiltre dans mes rêves comme un brouillard persistant, chargé d'odeurs et de sons qui résonnent encore dans le silence de mon esprit. C'était un restaurant cosy au cœur battant du centre de Paris, un de ces endroits cachés dans des rues étroites, où les lumières douces suspendues au plafond créent des ombres dansantes sur les murs de briques apparentes, et le tintement constant des verres de vin semble une symphonie discrète de célébrations étrangères. L'air était imprégné de l'arôme de plats chauds aux viandes grillées, herbes fraîches, une touche d'ail et de poivre qui flottait comme une promesse de réconfort. Moi, Julien Moreau, à 26 ans, un spécialiste en logistique qui passait ses jours immergés dans les méandres du boulevard Haussmann, avec ses tableurs interminables et ses itinéraires optimisés qui ressemblaient à des cartes d'une vie prévisible, je me trouvais là comme le centre involontaire d'un « adieu » forcé. Accusé anonymement de conduite inappropriée aux rumeurs vagues, sans nom, sans preuves concrètes, sans aucune enquête formelle, j'avais reçu une enveloppe épaisse remplie de billets qui compensaient soi-disant mon départ prématuré, accompagné d'un discours répété sur la restructuration d'entreprise. Des mots vides qui sonnaient comme un au revoir déguisé en opportunité. Le dîner, qui devait être une réunion tranquille avec des amis et collègues que je considérais comme proches, presque une famille après des années d'apéro et de promotion partagée, était en réalité la scène parfaite pour le piège que j'avais moi-même méticuleusement tendu. Un piège pour exposer, une fois pour toutes, la trahison profonde de Marie, ma femme de 5 ans, la femme que j'aimais avec une dévotion aveugle, bâtie sur des dîners maison et des plans d'un avenir simple mais solide. Tout avait commencé des mois plus tôt, par un après-midi pluvieux d'automne, quand le ciel de Paris déversait sa mélancolie habituelle sur la ville. J'avais pris son téléphone par erreur, le sien et le mien étaient identiques, noirs et lisses comme des coquilles polies, et, en attendant un appel important au travail, mes doigts avaient effleuré l'écran déverrouillé. Là étaient les messages, des échanges qui brûlaient comme de l'acide dans mes yeux. Des conversations ardentes, piquantes, avec Pierre, mon manager direct, l'homme aux costumes impeccables et au sourire calculé qui me promouvait avec des tapes dans le dos tout en complotant dans l'ombre. Ce n'étaient pas des flirts innocents, de ceux qui s'évaporent avec un rire embarrassé, c'étaient des plans concrets, détaillés comme un itinéraire logistique que j'aurais moi-même validé. Des motels cachés sur le périphérique, avec leurs façades néon clignotant, des promesses vulgaires sous les ponts, des promesses chuchotées d'une « vie meilleure », libre du « mari ennuyeux et prévisible » que je représentais dans leur récit. Il est gentil, mais étouffant, avait-elle écrit une fois, suivi d'un émoji de cœur brisé qui semblait se moquer de moi. Marie, avec son parfum bon marché de supermarché au ce floral doux que je lui achetais dans les pharmacies du coin, et ses rires forcés lors des dîners familiaux, trahissait non seulement le mariage que nous avions construit avec des soirées Netflix et des escapades courtes en Normandie, mais des années de confiance inébranlable, de confidences partagées au lit à 2 heures du matin, de rêves d'enfants et d'une maison de campagne en banlieue. À cet instant, assis sur le canapé du salon, avec la pluie battant contre la fenêtre comme un jugement divin, j'ai senti le monde rétrécir. Ma poitrine s'est serrée, une nausée est montée dans ma gorge, et pendant un instant, j'ai imaginé la confronter sur le champ, avec l'épreuve dans la paume de ma main. Mais non. La rage s'est transformée en quelque chose de plus froid, plus calculé, la précision d'un logisticien traçant des routes alternatives pour éviter les embouteillages fatals. J'ai planifié en silence, des nuits entières éveillées, ordinateur portable ouvert dans le noir, créant des logs falsifiés qui paraissaient authentiques, manipulant des métadonnées avec des outils appris dans des cours en ligne obscurs, et préparant un PowerPoint dévastateur, slide par slide, comme un scénario de vengeance cinématographique. J'ai utilisé un éclair, les sœurs d'Eloane, la bavarde aux cheveux bouclés et aux ongles toujours vernis de rouge, et Claire, la plus calme, avec des yeux qui dévoraient les drames d'autrui comme des feuilletons, comme complices involontaires. J'ai semé des graines de blagues sur mon supposé comportement inapproprié au RH, sachant qu'elles, avec leur amour pour les ragots et les intrigues familiales, les répandraient comme un feu dans la paille sèche. Elles adoraient le drame, je leur ai donné le carburant parfait, sans qu'elles sachent à quel point elles étaient proches d'incendier leur propre vie. La nuit du dîner est arrivée comme un ouragan déguisé en brise. Le restaurant était bondé de visages familiers, collègues aux cravates desserrées, amis d'enfance que je voyais rarement, et les sœurs de Marie, assises à la table principale avec des flûtes de champagne pétillants. L'air vibrait de conversations légères, de rires préliminaires, du bruit des couverts tintant contre des assiettes en porcelaine fine. Je me suis assis au centre, portant une chemise que Marie avait repassée ce matin-là, sentant le tissu frotter contre ma peau comme une armure fine.
Le menu était un rituel, entrée de croquettes chaudes, salade croquante, et le plat principal, un steak juteux qui sentait le paradis. Mais j'ai à peine touché à la nourriture, mon appétit avait été dévoré par l'anticipation. Puis est venu le moment. Anne, avec son énergie effervescente, a ouvert une petite boîte de velours noir, un cadeau surprise qu'elle a annoncé avec un geste théâtral. À l'intérieur, un collier en plastique bon marché, rouge et criard, comme sorti d'une boutique de déguisement. On aurait dû prendre de vraies menottes, a-t-elle ri haut et fort, sa voix résonnant à la table comme une cloche fêlée, ça irait parfaitement avec les plaintes anonymes au RH sur notre Julien coquin. La table a éclaté en rire collectif, un chœur d'hilarité fausse qui m'a frappé comme des coups de couteau. Des visages que je faisais confiance étaient maintenant déformés en masques de moquerie, verre levé en un toast à ma ruine supposée. J'ai souri à un sourire mécanique, répété devant le miroir cet après-midi-là, le couteau dans ma main droite planté dans le steak intact, le métal froid contre ma paume moite. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, mais ma voix est sortie calme quand j'ai dit, comme c'est généreux. Mais attendez, j'ai un cadeau pour tout le monde. D'un clic discret sur la télécommande cachée dans ma poche, j'ai allumé le projecteur monté au mur du restaurant à un arrangement préalable avec le gérant, justifié comme une présentation d'adieu. Les slides sont apparus sur l'écran blanc, illuminant la salle d'une lumière impitoyable. Des messages, miens, avec une collègue fictive, des échanges lascifs qui semblaient sortir d'un confessionnal numérique mais en réalité, c'étaient des copies exactes, mot pour mot, des conversations réelles de Marie et Pierre, avec les noms habilement inversés par mon logiciel maison. Des métadonnées falsifiées mais convaincantes pointaient directement vers le routeur Wi-Fi de notre appartement conjugal et le numéro de portable de lui, tracé via des APPS de localisation que j'avais installés des mois plus tôt. La salle s'est figée. Pierre, assis à ma gauche, a blêmi comme un fantôme, le napkin tremblant dans sa main tandis qu'il essuyait sa bouche tachée de sauce. Ses yeux, généralement froids et calculateurs, maintenant dilatés de pure terreur. Il s'est levé abruptement, la chaise raclant le sol en bois, et a fui vers les toilettes du fond, laissant un sillage de silence stupéfait. Marie s'est penchée vers moi, son haleine exhalant le vin blanc doux qu'elle adorait tant, le parfum bon marché mélangé à l'alcool. « Détends-toi, Julien, c'est juste une blague idiote, tu sais comment est Anne. » Mais la salle n'a pas trouvé ça drôle. Les rires se sont évaporés comme de la fumée, remplacés par des murmures choqués, des regards détournés. Quelqu'un, un collègue junior que je connaissais à peine, m'a tendu un sac en papier craft, dedans, un slip usé avec, retraité des femmes aussi, brodé en lettres tordues. Mes oreilles brûlaient comme des braises, le sang montant au visage en une vague d'humiliation calculée. Je me suis levé lentement, et plié la serviette avec une précision chirurgicale, l'ai posée à côté de l'assiette, et suis sorti. J'ai laissé derrière moi le manteau sur le dossier de la chaise, le portefeuille dans la poche intérieure, le téléphone vibrant avec des notifications en mode silencieux. La porte du restaurant s'est refermée derrière moi avec un clic final, comme le point final d'un chapitre. L'air dehors était tranchant, une brise nocturne d'automne qui portait l'odeur d'asphalte mouillé et d'échappement lointain, gracieuseté du trafic incessant de Paris. J'ai marché sans but sur les trottoirs irréguliers, les lumières des réverbères se brouillant dans mes yeux humides au nom de larmes, mais de fureur contenue. Je savais que m'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, me rendrait permanent dans cette salle de rires empoisonnés, un fantôme piégé dans sa propre humiliation. Mes pas résonnaient dans les rues vides, me menant loin du centre, vers les périphéries où la ville révélait son visage cru. Je n'ai pas rentré chez moi cette nuit-là où l'appartement cosy à Montparnasse, avec ses murs blancs et photos de mariage sur l'étagère, semblait maintenant une prison fleurie. Je n'ai appelé personne, ni ma mère inquiète en Bretagne, ni mon frère distant à Marseille. Le lendemain matin, le soleil levant peignait le ciel d'un orange sale quand mon téléphone, un burner acheté au coin de la rue, a bipé avec un message d'elle, un emoji de cœur solitaire, comme si la nuit précédente n'était qu'un malentendu passager, un faux pas dans une danse conjugale. J'ai ignoré. Au lieu de cela, anonymement, j'ai envoyé les métadonnées réelles de la trahison au RH de l'entreprise, un fichier zip crypté qui s'est déchaîné comme une bombe à retardement une fois ouvert. J'ai éteint mon téléphone principal et l'ai jeté sous un distributeur automatique dans un motel décrépit à la sortie de la ville, où j'ai passé la nuit dans une chambre aux murs moisis et un matelas qui grinçait comme de vieux os. J'ai fermé le compte joint en banque en ligne, laissant exactement 11 248 € le montant précis du « week-end entre filles » à Deauville qu'elle avait fait avec Pierre des mois plus tôt, tracé via des relevés que j'avais mémorisés. J'ai retiré mon nom de l'hypothèque de la maison, transféré la propriété intégrale à elle via des formulaires notariés envoyés par courrier express, avec une note froide, gère seul maintenant.
J'ai changé mon nom légal en Julien Olivier, reprenant le nom de jeune fille de ma mère, une femme forte qui avait élevé 3 enfants seule après que le père nous ait abandonnés. J'ai acheté un billet de train interurbain pour le sud, et enfilé une capuche grise sur la tête, et enfoncé des écouteurs sans son dans les oreilles, et suis parti. Je me suis évaporé comme de la fumée dans le vent, laissant derrière une vie qui ne me définissait plus. Les premiers mois ont été une plongée dans l'abîme de la survie brute, un contraste brutal avec les costumes repassés et les espressos du boulevard Haussmann. J'ai vécu dans des motels fétides aux abords de villes oubliées, chambres aux draps tachés et télé grésillant des feuilletons anciens, puis, des sous-sols humides dans des pensions à Lyon, où la moisissure montait au mur comme des veines sombres et des entrepôts abandonnés sans plomberie décente, où l'odeur de rouille et d'humidité se mélangeait à la sueur nocturne. J'ai nettoyé des toilettes immondes dans des stations-service au bord de la 6, frottant des carreaux sales avec une brosse qui semblait une extension de mon bras épuisé, laver des voitures sous des pluies torrentielles dans des lavages auto improvisés, l'eau glacée coulant dans le dos tandis que des clients impatients klaxonnaient, porter des caisses lourdes de fruits de mer à 3 heures du matin dans des entrepôts puants au port de Marseille, l'odeur de poisson pourri imprégnant mes vêtements. Comme une malédiction. Chaque boulot était un petit contrat, payé en liquide, sans contrat ni question. C'est là, parmi les exclus de la société où les immigrés maghrébins avec des histoires de traversées périlleuses, les mères célibataires luttant pour un repas, les ex-détenus cherchant la rédemption en shift de nuit, que j'ai entendu des récits qui n'avaient jamais été invités à des dîners d'humiliation corporative. Ils m'ont appris plus que n'importe quel manager en costume cher, la résilience de celui qui reconstruit des ruines, la valeur d'un silence stratégique, l'art de naviguer invisible dans un monde qui écrase les visibles. Pendant ce temps, à Paris, Marie appelait obsessionnellement le téléphone mort, laissant des messages vocaux que j'imaginais tremblants. « Julien, mon amour, où es-tu ? C'était juste une blague stupide, reviens à la maison. » Elle m'imaginait boudeur dans un bar quelconque, noyant mes peines dans des pastis, pas disparu comme un fantôme vengeur. Mais les RH ont agi avec l'efficacité corporative. Pierre a été viré lors d'une réunion d'urgence pour harcèlement sexuel et conduite grave inappropriée, son bureau vidé avant le déjeuner. Marie, maintenant au centre d'attentions indésirables, minimisée auprès des amis, Julien est trop sensible, c'est une phase d'homme, il reviendra en rampant. Ses sœurs, Anne et Claire, postaient des mèmes cruels sur Facebook mon visage collé sur des briques de lait périmé, légende, vu cet homme ? Il a perdu tout sens de l'humour après son licenciement. Les likes pleuvaient, mais le juridique de l'entreprise a riposté avec une lettre formelle, poursuite pour diffamation et preuves irréfutables d'adultère tracé, menaçant des indemnisations qui feraient trembler leur compte. L'obsession de Marie a cru comme une mauvaise herbe. Elle a engagé des détectives privés, les premiers pas dans une chasse désespérée. Le premier était un ex-flic à la retraite, avec une veste en cuir usé et des cicatrices racontant des rues violentes. Il a demandé 2000 € d'avance et est revenu après une semaine les mains vides, barbe non faite et yeux évasifs. Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas suicidé dans une ruelle ? Aucun trace, madame. Le second, un analyste jeune et tech-savvy avec laptop toujours ouvert, a fouillé les caméras de circulation sur les autoroutes nationales, utilisé des logiciels de reconnaissance faciale dans les aéroports et métros. Rien. Frustrée, elle s'est lancée elle-même dans la recherche, forum en ligne de disparus, où elle postait des descriptions vagues avec ma vieille photo, nécrologie quotidienne dans les journaux régionaux, cœur battant à chaque nom similaire, recherches inverses sur des vidéos de surveillance hackées par des contacts douteux. Elle a créé des profils faux sur Facebook feignant des retrouvailles d'anciens de l'école, répandant des appâts dans des groupes d'alumni, payés pour des données d'opérateurs téléphoniques en Provence et Occitanie, région que j'avais mentionnée casuellement dans des conversations passées. Sans trace aucune. Anne a juré m'avoir vu à Dijon, casquée et sale sur un chantier, portant des briques sous un soleil brûlant. Claire a insisté sur une vision en Bretagne, grillant des saucisses dans une caravane au bord de la route, l'air zen, comme si le monde ne le touchait plus. Marie a craché les mots avec venin. Zen ? Après ce que je lui ai fait ? Ce n'est pas mon Julien. Les disputes familiales ont explosé comme des feux d'artifice défectueux. Le chat WhatsApp, autrefois plein de mèmes et de plans pour Noël, est devenu un ring d'accusations crues. Sale traînée, tu as détruit la famille, hurlait Anne en audio long. Pierre, maintenant au chômage et isolé, a bloqué tous les numéros. Ton mari paranoïaque a ruiné ma carrière, dis-lui de payer les dommages. Dans un acte de désespoir comique, Marie a même créé un profil faux sur Tinder, se faisant passer pour une blonde mystérieuse dans des dizaines de codes postaux différents, espérant que je morde à l'hameçon. Pas de match, rien que des nuits blanches. Elle est devenue une ombre d'elle-même, obsédée et insignifiante, le miroir reflétant une femme aux yeux cernés racontant une histoire de perte irrémédiable.
Tandis que le chaos s'installait à Paris, je me réinventais à Lyon, la ville des traboules et des pluies fines qui lavaient les rues comme des larmes purificatrices. J'ai pris un petit boulot comme homme de ménage dans une start-up de logistique émergente, un espace moderne avec des tables de baby-food dans la cantine, des frigos remplis de soda frais et des murs graffités de slogans motivants comme « Optimiser ou périsser ». C'était un monde léger, contrastant avec la rigidité corporative que j'avais laissée derrière, rempli de jeunes entrepreneurs en t-shirt casual et idées disruptives. J'ai commencé à laisser des notes anonymes sous des claviers poussiéreux, routage échelonné peut couper 13% de temps mort dans les livraisons urbaines testées avec un algorithme simple. Le PDG, Lucas, un gars de 29 ans avec barbe clairsemée et yeux curieux derrière des lunettes rondes, m'a surpris un après-midi en corrigeant un tableau blanc rempli de flux erronés. « C'est toi qui as écrit ces notes ?» J'ai hoché la tête, balai en main, sans lever les yeux. « Tu veux un vrai boulot ?» J'ai refusé avec un sourire timide, « Je suis juste le nettoyeur, monsieur. Je nettoie ce que les autres salissent. » Il a ri, un éclat de rire sincère qui a résonné dans l'open space, gaspillage de cerveau brillant dans un seau d'eau. Peu à peu, je suis devenu un consultant informel, hors feuille de paie officielle, opérant via une SARL discrète que j'avais enregistrée en ligne. J'ai corrigé des itinéraires inefficaces, optimisé des chaînes d'approvisionnement avec des modèles prédictifs que je codais la nuit sur un notebook d'occasion. À la 3e année, mes suggestions ont attiré un gros investisseur, un fonds de venture capital parisien qui a vu le potentiel dans nos simulations, et j'ai gagné des parts silencieuses, des actions qui ont poussé comme des graines en sol fertile. À la 5e année, avec les profits réinvestis, j'ai acheté l'immeuble entier, un bâtiment de verre et d'acier dans le quartier de la Pardieu, louant des étages à la start-up et d'autres locataires. Mon bureau personnel ? Caché au rez-de-chaussée, derrière une armoire factice en contreplaqué, avec un rack de balais et produits de nettoyage à la porte pour camoufler. Le pouvoir, j'ai appris, est silencieux et invisible, comme un itinéraire optimisé que personne ne remarque jusqu'à l'arrivée plus rapide à destination. C'était un mardi matin, en naviguant sur LinkedIn avec un café tiède en main, que Marie a repéré l'article « Conseiller furtif révolutionne la logistique dans le Sud, coupant les coûts de 25% avec une IA accessible ». La photo jointe à moi, en costume cher de tailleur italien, mâchoire affûtée sous la lumière du studio, yeux jugeant sans pitié l'a frappé comme un coup de poing. « Olivier » a-t-elle crié dans l'appartement vide, l'écho renvoyant le nom comme une accusation. Elle a fouillé l'album de mariage poussiéreux sur l'étagère haute, comparant les traits, le même menton carré, les mêmes yeux bruns qu'il avait autrefois regardés avec adoration. La rage s'est rallumée comme des braises sous les cendres, mêlée à une peur glacée. Sans réfléchir, elle a conduit 3 heures sur la 6, la voiture de location grinçant dans les virages, blazer serré contre le corps que le temps et le stress avaient arrondi, talons au claquant nerveusement sur l'asphalte du parking. La sécurité du bâtiment, un homme costaud en uniforme bleu, a bloqué l'entrée, « Il n'y a pas de Julien ici, madame. Seulement monsieur Olivier, et il ne reçoit pas sans rendez-vous. » La réceptionniste, une femme d'une 40aine d'années aux ongles impeccables et voix glaciale comme de la glace, a confirmé par l'interphone, « Il sait que vous êtes là, traîtresse. Toute réponse viendra via avocat et préparez-vous à plus de papier par courrier. » Marie a attendu 47 minutes sur le trottoir, sous une pluie fine qui embuait les vitres, le rouge à lèvres coulant avec la sueur froide. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un email anonyme au RH de son emploi actuel, joignant plus de preuves irréfutables, audio récupéré, localisation GPS de motel, relevé bancaire croisé. Des semaines plus tard, une enveloppe beige et scellée est arrivée par courrier, un élégant carton d'invitation pour la gala annuelle des actionnaires au prestigieux Cercle des Arts, un bastion de l'élite parisienne avec des salons de marbre et vue sur le parc. Marie y est allée, poussée par un mélange de curiosité morbide et d'espoir têtu, laissant les sœurs dans le parking dans une voiture de location, moteur allumé comme plan de fuite. Sa robe bordeaux, achetée en solde des années plus tôt, était fanée aux coutures, les talons serrés mordant ses pieds gonflés, le rouge à lèvres appliqué de travers par des mains tremblantes. La salle de réception était une cathédrale de verre et de luxe, lustres de cristal pendus comme des constellations, un quatuor à cordes jouant Vivaldi en ton doux, serveurs en gants blancs circulant avec des plateaux de canapés délicats et de champagne importé. Des murmures la suivaient comme des fantômes, « Regardez, la traîtresse qu'Olivier a quittée, on dit qu'elle a détruit son mariage avec le patron. » J'étais posté sous une arche d'acier poli, costume noir italien épousant mon corps maintenant svelte et confiant, un verre de whisky single malt dans la main gauche, la glace tintant légèrement. Mon sourire n'atteignait pas mes yeux, froid comme le verre autour. Elle s'est approchée hésitante, voix fine et tremblante coupe en l'air, « Julien, s'il te plaît,
écoute-moi. J'ai corrigé d'une voix basse mais ferme, Olivier maintenant. Que veux-tu, Marie? Comment? Comment es-tu devenu tout ça après ma trahison? Je pensais que tu reviendrais, que tu pardonnerais. J'ai répondu, tournant le verre lentement, tu m'as donné la liberté que je ne savais même pas que j'avais besoin. La trahison avec Pierre a été le catalyseur, le coup de pouce vers une meilleure route. Elle a nié avec véhémence, yeux embués, c'était une erreur stupide, un faux pas, j'étais confuse. Moi, tu voulais des rires à mon adieu, j'ai juste appuyé sur Play ou pour les messages réels, pour que tous voient le scénario complet. Des larmes ont coulé sur ses joues maquillées, brouillant le mascara en ruisseau noir. Elle a agrippé ma manche de lin, ongles enfoncés dans le tissu, s'il te plaît, Julien, pardonne-moi. J'ai changé, je jure. Je me suis dégagé doucement, merci pour la trahison qui, au final, m'a vraiment libéré. D'un autre clic sur la télécommande, j'ai activé le projecteur central, des captures d'écran authentiques des messages de Marie et Pierre, agrandis en haute définition, avec timestamp et emoji incriminants. La salle s'est figée dans un silence stupéfait, actionnaires influents échangeant des regards choqués, le quatuor s'arrête en minote. Elle s'est effondrée dehors minutes plus tard, talons craquant sur l'asphalte irrégulier du parking, les sœurs courant pour la soutenir dans une étreinte maladroite. Marie a subi les conséquences comme des vagues d'un tsunami émotionnel, chacune plus dévastatrice que la précédente. Elle a perdu des promotions au travail où les RH, maintenant au courant de tout, l'ont rétrogradée à des tâches administratives monotones, loin des réunions exécutives qu'elle convoitait. Les amis se sont évaporés comme une brume matinale, invitations à des apéros ont cessé, messages dans le groupe WhatsApp se sont raréfiés en silence accusateur. Des rumeurs circulaient dans les couloirs de l'entreprise comme un virus, la traîtresse qui a couché avec le mari et le patron, attention à elle, elle détruit tout ce qu'elle touche. La maison à Montparnasse, autrefois un nid d'amour, est devenue un fardeau écrasant, hypothèque à payer seule, toit fuyant lors des orages d'été transformant la chambre en une piscine peu profonde, mur moisi résonnant de sa solitude. En thérapie, prise à la hâte avec une psychologue aux yeux compatissants, elle a remué le passé comme les pages d'un journal brûlé, c'était si léger au début, comme une valse improvisée sur la scène, rire facile et caresses volées. Mais ça a échappé au contrôle, devenu une boule de neige qui m'a enterré. Des mois plus tard, elle a assisté à un panel à Paris sur l'innovation en logistique, où mon cas anonymisé comme « Trahison comme combustible pour la résilience entrepreneuriale » a été présenté par un conférencier invité. Elle a pleuré dans l'auditorium bondé, acceptant pour la première fois la culpabilité pleine, le poids de ses choix comme des ancres sur ses épaules. Les sœurs, autrefois alliées, se disputaient maintenant ouvertement, ta trahison égoïste a tout détruit, Marie. La famille, Julien, même nous, explosait en appel nocturne. Anne a fini par fuir à Nice, cherchant refuge dans la mer et les plages distantes, Claire affrontait un divorce amer, blâmant Marie pour avoir contaminé l'exemple de mariage dans la famille. Le chat familial s'est tu pour de bon, un cimetière numérique de notifications non lues. Désespérée de validation, elle a tenté de reconquérir les réseaux sociaux, poster des photos de voyages fictifs en Provence, montage de coques au vin avec filtre chaud, stories de sourires forcés dans des cafés chics. Mais les likes se sont raréfiés comme la pluie en sécheresse, commentaires cruels surgissaient, a trahi son mari fidèle et perdu tout, job, maison, dignité. Le karma est une salope. Mais, comme les cendres d'un incendie qui fertilise le sol, Marie a commencé à changer, pièce par pièce, dans une reconstruction lente et douloureuse. Elle s'est inscrite à un cours en ligne de marketing digital à la Sorbonne, plongeant dans des leçons nocturnes qui la faisaient se sentir vivante à nouveau, pixels et stratégies remplaçant le vide. Elle s'est immergée dans des cours de tango dans le quartier, le rythme pulsant des accords reconnectant à des racines oubliées, la sueur coulant, les hanches balançant dans une catharsis rythmique qui expulsait les démons intérieurs. Elle a refinancé la maison avec l'aide réticente de Claire, qui envoyait des versements mensuels avec des billets aigres, pas pour toi, mais pour la mémoire de maman. Elle a remboursé des dettes accumulées, incluant une pension rétroactive pour adultère déterminée judiciairement, chaque euro donné comme pénitence. Elle a fréquenté timidement un professeur d'histoire de la Sorbonne, un homme d'âge mûr aux lunettes fines et loyauté inébranlable, qui écoutait ses confessions sans jugement, bâtissant un amour basé sur une transparence nue. Elle a fait du bénévolat lors de la fête de la musique, organisant des concerts pour enfants des banlieues, les lumières et la musique un baume pour son âme blessée. Elle s'est reconnectée avec des amis fidèles, peu nombreuses mais vraies, dans des cafés tranquilles où elle riait de bêtises sans ombre du passé. La famille a renaissé peu à peu, comme un arbre après la sécheresse, fête de famille avec Anne et Claire,
Maintenant en réunion tendue mais progressive, pardon timide échangé sur des vins bon marché et des plats de cassoulet. Elle a effacé des photos anciennes des réseaux, supprimant des chapitres obsolètes, écrit une longue lettre via avocat, mots griffonnés à la main sur papier parfumé, je suis désolé pour la trahison que j'ai commise, pour l'homme que j'ai blessé et pour la vie que j'ai volée à nous. Je te souhaite le vrai bonheur que tu méritais depuis toujours. Tandis que Marie tissait sa toile de rédemption, j'élargissais mes horizons avec la voracité de celui qui découvre des ailes après des années en cage. La start-up a ouvert une filiale à Lisbonne, la ville des collines et trams grinçants, nouant des partenariats innovants avec la Sorbonne pour intégrer l'IA dans une logistique durable, algorithme prévoyant des retards climatiques et optimisant des routes vertes. J'ai donné anonymement à des programmes d'éducation dans les banlieues de Paris et Marseille, inspirés par mes propres racines humbles, la maison de briques crues en Bretagne, où maman cousait à la lueur de la bougie pour nous nourrir. J'ai vécu à Bordeaux, dans un appartement discret sur les quais avec vue sur la Garonne agitée aux promenades à l'aube le long des berges, le sel dans l'air nettoyant les poumons, lecture sur le vin français dans des cafés cachés, sans drame ni regard curieux, une vie sans les bruits de la trahison, juste le murmure des vagues. J'ai vendu l'entreprise pour une somme astronomique lors d'une négociation tendue à Paris, le chèque électronique clignotant comme un trophée brillant, écrit des mémoires anonymes sur la résilience, publié sur un blog obscur sous pseudonyme, chapitre parlant de chute et ascension sans nom propre. Lors d'une conférence bondée à Cannes, sous les applaudissements d'exécutifs globaux, j'ai déclaré au micro, la trahison ne brise pas, elle construit des empires pour qui sait naviguer les ruines. J'ai répondu à la lettre de Marie par une note brève, tapée dans un café avec vue sur la Garonne, de même. Vis sans corne, et trouve ta propre route. Les années ont passé comme des pages tournées dans un livre épais, et Marie s'est remariée, lors d'une cérémonie simple sur la plage de Biarritz, avec un partenaire qui connaissait chaque ombre de son passé sombre, le professeur d'histoire, maintenant Marie, échangeant des vœux sous le soleil couchant. Elle a vécu dans un équilibre délicat, carrière stable en marketing freelance, tango les week-ends en cercles informels, bénévolat lors du 14 juillet, où elle organisait des feux d'artifice pour les pauvres avec un sourire authentique. La famille a cru lentement, sans secret ni fantôme, neveu courant dans la maison, faite avec rire vrai, Anne et Claire pardonnée et pardonnante. J'ai consolidé mon legs en silence, don généreux à la Sorbonne et Sciences Po, finançant des bourses pour jeunes des périphéries en logistique et IA, programmes éducatifs sur la surpassement post-trahison, conférences anonymes aidant d'autres à transformer la douleur en combustible. J'ai vécu tranquillement à Bordeaux, philanthropie anonyme comme ma signature dans le monde comptes offshore, fondation sans plaque. Marie a vu une nouvelle discrète sur mes dons dans un journal en ligne, a senti un mélange de fierté réticente et de regret profond qui a serré sa poitrine comme une main invisible. Elle a écrit une dernière fois, email simple à l'adresse corporative, merci pour la dure leçon que la vie nous a donnée à travers toi. Que la paix nous trouve tous deux. C'était la fermeture émotionnelle parfaite, elle, reconstruite comme un pont après l'incendie, moi, en paix absolue, la Garonne comme témoin. La vengeance, au final, fut le silence le plus éloquent. Les actions ont toujours des échos éternels, résonnant à travers le temps comme le tintement de verre lors d'une nuit qui a tout changé.